Bonjour tout le monde. Je commence tout d'abord par remercier mes chers maîtres et mes chers amis de m'avoir invité pour participer à notre 21e congrès de médecine d'urgence et pour parler de cette spécialité en Arabie Saoudite. Je commence par un petit aperçu concernant ce pays. C'est une population qui est faite de plus de 33 millions d'habitants avec presque 40% des étrangers. C'est une population qui est encore jeune, avec la majorité des tranches d'âge situées à moins de 65 ans. Quelques informations concernant le système de santé dans le Royaume de l'Arabie Saoudite. Il dispose actuellement de presque 500 hôpitaux dans tout le Royaume, avec en moyenne un lit d'hospitalisation pour chaque 445 habitants. Concernant les institutions académiques, il y a actuellement 41 facultés de médecine, 27 facultés de pharmacie et 39 collèges d'infirmières. Pour arriver à ces chiffres, ils ont passé par différentes étapes depuis l'année 1925 et la création du premier service des urgences. 25 ans plus tard, la création du ministère de la Santé et après, les événements d'amélioration se sont succédés pour arriver à la période 2011-2020, considérée comme la période de boom du service de santé, vu les dépenses énormes qui ont été consacrées pour l'améliorer sur ces différents axes. Actuellement, ils sont en pleine période de modernisation et de changement de ressources financières pour atteindre des objectifs définis d'ici 2020. Parmi ces objectifs, c'est la privatisation de plus en plus du système de santé qui est actuellement principalement public et assuré en grande partie par le ministère de la Santé. Tous ces efforts et tous ces progrès ont permis à l'Arabie Saoudite d'être classée parmi les premiers pays de point de vue équipement et efficacité des systèmes de santé, selon les rapports de l'OMS. Aussi, selon la classification de Bloomberg, l'Arabie Saoudite est en 29e place mondiale par rapport à l'efficience de son système de santé. Un des piliers fondamentaux de tout système de santé est la médecine d'urgence et en particulier le secteur préhospitalier. La première ou le premier service d'ambulance a été créé en 1934. 1963, création du Croissant Rouge qui est actuellement responsable de tout le secteur préhospitalier du pays. En parallèle, il y avait la formation des Emergency Medical Technicians, niveau basique et actuellement niveau intermédiaire aussi. Il dispose actuellement de plus de 404 stations de Croissant Rouge et presque 2000 véhicules d'ambulance. Le préhospitalier est en connexion continue avec les services des urgences pour les informer en cas de situation particulière ou grave et aussi en contrepartie pour être informés en cas de non-disponibilité du service désigné pour se diriger vers un autre. Je prends l'exemple de l'hôpital dans lequel j'exerce. C'est un écran qui est partagé entre les urgences et la salle de commande du Croissant Rouge sur lequel est affiché le nombre de victimes qui vont arriver, le motif d'appel, l'heure estimée d'arrivée aux urgences et la situation clinique des victimes. Sur le même écran, le médecin senior responsable des urgences peut bloquer la réception des ambulances pour une période qu'il précise si son service n'est pas disponible. Médecine d'urgence donc et service intra-hospitalier. Le service des urgences fait partie du plus grand hôpital de la région d'El Medina, construit depuis plus que 40 ans, considéré comme le trauma center de toute la région, avec une capacité d'hospitaliser plus de 500 patients, 35 lits de réanimation, extensible à 55 lits en cas de besoin. La majorité des spécialités médico-chirurgicales sont présentes dans l'hôpital, comme par exemple la radiologie interventionnelle ou l'ECMO Team. L'entrée des urgences est une entrée qui est séparée de celle de l'hôpital. Une fois arrivé aux urgences, le patient se trouve directement à la salle de triage qui est en communication via cette porte coulissante avec le reste du service des urgences. Une deuxième entrée dédiée uniquement pour recevoir les ambulances, avec une salle de triage pour classer la priorité des patients stables ramenés par les ambulances. Les patients critiques passent bien évidemment directement
à la zone rouge. C'est un schéma démonstratif du plan du service. C'est l'entrée des walk-in patients avec la salle de triage, l'entrée des ambulances avec leur salle de triage, un docteur et une infirmière dans chaque salle de triage pour évaluer la sévérité des patients et pour les diriger vers la zone adéquate. La zone rouge aux salles de déchocage est faite de 15 lits de déchocage avec au milieu une station où les médecins travaillent sur les ordinateurs pour accéder au dossier médical informatisé. C'est une région qui est couverte par 2 résidents avec la supervision d'un 3e résident majeur responsable de tous les lits, lui-même sous la supervision du médecin senior des urgences. La 2e région est la région jaune, faite de 21 lits d'urgence, avec au milieu aussi une 2e station pour les médecins pour pouvoir travailler. Ici, il y a 3 résidents d'urgence qui voient les patients sous la supervision directe du senior des urgences. À droite, c'est la zone verte avec 3 boxes d'urgence et 2 résidents qui travaillent là-bas. Et à gauche, c'est la salle d'attente de triage et aussi faite pour les patients triés qui attendent de passer à l'intérieur quand ils sont stables. Quelques chiffres concernant le service des urgences. Il reçoit presque plus de 400 patients par jour. Le chiffre a diminué bien évidemment pendant la période Covid, mais reprise de plus de 400 patients par jour depuis 2 ou 3 mois. Le staff médical est fait de 91 docteurs, avec 5 consultants qui sont l'équivalent de professeurs ou professeurs agrégés, 12 spécialistes, 60 résidents urgences et 14 résidents d'autres spécialités qui passent à faire leur stage d'urgence de 3 mois chez nous. Le staff paramédical est fait de 70 infirmières avec 15 charge nurses ou l'équivalent de chef d'équipe, un superviseur, un représentant du staff paramédical. Le système de travail pour les médecins et les infirmières est un système de shift de 8 heures continues de travail et le plafond du nombre de shifts par mois est désigné par le ministère de la Santé. Alors, une fois le patient arrivé aux urgences, sa prise en charge obéit à des policies ou des règles de travail. Ces règles sont élaborées par un comité qui regroupe plusieurs spécialités dont les urgences, validées par un 2e comité de qualité et enfin signées par l'administration de l'hôpital et les chefs des services des spécialités concernées par ces réglementations. À titre d'exemple, en cas d'arrivée d'un traumatisé grave, c'est l'activation du trauma team à travers un appel général dans l'hôpital. Le résident senior de la spécialité concernée par l'appel rejoint la salle de déchocage pour participer à la prise en charge du patient. En cas de réception de plusieurs victimes, c'est l'activation du trauma code. En cas d'arrivée d'un AVC dans les délais de thrombolyse, le patient est placé directement sur un lit de déchocage avec l'activation immédiate du stroke code avant même de réaliser le scanner cérébral injecté. Alors, orienter le patient vers une région ou une autre dans les urgences est basé sur le score de triage, le Canadian Triage Acuity Scale, avec ses 5 classes, allant de la plus sévère à la moins sévère. Pour les CITAS 1 et 2, ce sont des patients qui sont orientés directement vers la zone rouge pour commencer leur prise en charge. Les CITAS 3 sont vus dans la zone jaune. Les CITAS 4 sont vus dans la zone verte. Pour les patients CITAS 5, ils sont orientés depuis le triage vers d'autres établissements et dispensaires. Et donc, ils ne sont même pas inscrits dans le système des urgences. Relation entre urgentistes et autres spécialités. En cas de conflit, c'est le retour toujours aux références qui sont ces policies ou règles de travail. Une deuxième règle de travail aussi est que si la spécialité désignée a accepté le patient, l'urgentiste n'intervient qu'en cas de détérioration du patient. Si le patient pose un problème entre urgence et spécialité désignée ou entre plusieurs spécialités, c'est au senior des urgences de décider sous quelle spécialité il sera admis. Concernant l'activité académique aux urgences,
À part la formation qui se fait tous les jours au lit des patients, il y a des meetings hebdomadaires qui se font tous les mercredis dans le centre de formation et de simulation avec les externes, les internes et les résidents pour discuter de dossiers de morbimortalité et pour aussi discuter des dernières updates et dernières recommandations. Comme tout système de travail, des points forts et des points faibles. Parmi les points positifs de ce système, c'est la présence de ces policies qui organisent le rôle de chacun dans la prise en charge du patient. C'est aussi la communication continue avec l'administration des urgences et en cas de besoin avec celle de l'hôpital. Via 2 groupes WhatsApp. Le système de shift aussi est un point positif de ce système de travail. La présence de la chef d'équipe ou la charge nurse à côté du médecin senior des urgences facilite la tâche de travail et c'est à elle de booker le lit et de transférer le patient en cas d'indication de l'hospitalisation. Les points faibles ou les points négatifs de ce système sont principalement le problème des patients étrangers non saoudiens qui n'ont pas d'assurance maladie. Malheureusement, ils ne sont pris en charge et vus dans les urgences et dans l'hôpital que s'ils présentent une urgence vitale. À part ça, ils n'ont pas le droit d'être traités dans l'hôpital. L'accès facile aux urgences a donc rendu le service encombré en continu avec des délais d'attente bien évidemment prolongés. Un autre point négatif, c'est l'insuffisance du staff paramédical avec la répercussion sur la qualité et sur les délais de la prise en charge. Parfois, les résidents recrutés ne sont pas de base des résidents en médecine d'urgence, ce qui peut poser parfois un problème dans l'évaluation et le traitement des patients. Un dernier point négatif qui est la médecine défensive. Donc, les médecins et les infirmières se trouvent parfois travailler pour se protéger vu le nombre énorme de plaintes et vu les poursuites judiciaires parfois qui sont sévères. Alors, comment devenir médecin spécialiste en médecine d'urgence en Arabie Saoudite? Les études médicales sont faites de 7 ans, 6 ans externat et 1 an d'internat. À la fin de ces 7 ans sont assurés par des facultés publiques et quelques facultés privées qui ont opté pour des systèmes d'enseignement majoritairement modernes, centrés sur le student, sur l'étudiant. Une fois passé les 7 ans d'études médicales, un interview à passer avec les jurys et aussi un examen écrit à passer avant de pouvoir commencer le parcours de résident en médecine d'urgence. C'est une spécialité qui a commencé à être enseignée depuis l'année 2000 selon le modèle nord-américain, une période de 4 ans de stage avec des performances à acquérir depuis la première année jusqu'à la 4e année dans différents domaines tels que l'examen physique, l'anamnèse, le management des voies aériennes, le management de la douleur aiguë et l'anesthésie, la réalisation de l'ultrasound et ils sont aussi évalués de façon continue. Une évaluation qui se fait de façon formative et sanctionnante toutes les années de résidanat. Pour l'examen de spécialité en médecine d'urgence, il est divisé en 2 parties. La première est sous forme de QCM qui se passe chaque année et la deuxième, c'est à la fin des 4 ans avec un examen écrit et un examen pratique pour pouvoir avoir son certificat de médecin spécialiste en médecine d'urgence. La commission des spécialités médicales, qui est responsable de toute cette formation, met à la disposition des résidents une large plateforme de e-learning avec différents sujets pour pouvoir réussir leur examen écrit et pratique. En conclusion, c'est un système de santé qui est bien différent du nôtre, avec certains points positifs qui peuvent nous inspirer. Le parcours du résident en médecine d'urgence est un parcours qui se respecte, qui est intéressant. Il travaille beaucoup actuellement pour améliorer tout ce qui est e-health et e-learning, surtout après la crise Covid qui a été bien gérée par le pays. Enfin, un dernier point négatif qui est parfois difficile et qui met parfois donc des limites dans la prise en charge des patients, c'est ce problème d'eligibility et d'assurance maladie et qui va s'accentuer de plus en plus avec la privatisation du système de santé.
Merci de votre attention et à bientôt.